Bonjour à tous et bienvenue sur la 6ème critique de Manga Art. Je ne vais pas vous embêter tout de suite en vous expliquant cette longue absence, mais pour les plus courageux, je vous en toucherai quelques mots à la fin en parlant de mes futurs projets. Sans plus tarder, voici la liste des mangas que je vais vous présenter aujourd'hui. Syndrome 1866, un seinen à la qualité presque irréprochable, qui vous mettra dans la peau d'un jeune adulte qui va se poser une question des plus intrigantes: existe-t-il des personnes dont la mort ne peut qu'être bénéfique à tout le monde? Pour détendre un peu l'ambiance, nous enchaînerons avec No Longer Heroine, un shoujo à l'humour et au dessin atypique qui ne sont pas sans rappeler les qualités d'un certain GTO. Pour mettre un peu d'action dans tout ça, nous nous attarderons sur le cas de Hunter x Hunter, un shonen dont la présentation n'est plus à faire. Même si je vais la faire. Vous remarquerez que ma plume est toujours aussi soignée et éloquente. Pour finir, la chaleur montera d'un cran avec Nozoki Anna, qui n'est pas un josei, mais qui est à la porte du seinen et du hentai. Pour faire court, il s'agit d'un manga érotique avec un scénario qui peut éveiller l'intérêt. Nous allons donc commencer avec Syndrome 1866. Syndrome 1866 est une véritable perle dans le milieu du manga. En effet, si on peut trouver énormément de mangas qui se veulent profonds dans la forme, peu arrivent réellement à convaincre dans le fond. On se retrouve confronté à des personnages qu'on nous présente comme charismatiques, mais sans que ce charisme ne repose sur un réel fondement. Ce sont ses attitudes, son côté mystérieux et ses aventures qui fera qu'on accrochera ou non au protagoniste. De même, l'évolution du personnage est rarement profonde et trop souvent linéaire. On va parfois avoir droit à un flashback pour expliquer que depuis qu'il est traité comme un monstre, il veut se faire aimer des autres, qu'il découvre l'amitié dans l'adversité, ou encore qu'il découvre réellement la colère seulement lorsque l'on s'en prend à ses proches. Je me moque bien sûr de Naruto, mais ce procédé se retrouve en réalité dans beaucoup de shonen. Et là, vous me direz: mais pourquoi nous parles-tu d'autres mangas alors que tu fais ta critique sur Syndrome 1866? Et vous aurez raison, mais là n'est pas la question. Comme vous l'aurez compris, Syndrome 1866 ne tombe pas dans ce genre de travers et est à mon sens et à ma connaissance l'un des mangas qui offre le plus de profondeur. Au travers de l'histoire pas si particulière du personnage principal Miroku, le sujet est tellement maîtrisé et la personnalité de Miroku tellement bien pensée que l'on entre en totale immersion. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas initiés à mes vidéos que je tente de décrire l'ambiance générale des mangas, et non pas d'en faire un synopsis et de spoil, même si cela s'avère parfois nécessaire. Miroku est donc un jeune adulte pas très responsable et pas particulièrement fier de lui, tout comme nous pouvons tous l'être à un moment ou l'autre de notre vie. Pour autant, il refuse de se sous-estimer au point de se mélanger aux autres qu'il estime pour une majorité trop faible ou trop immorale pour mériter leur place sur Terre. Le pitch de base est assez simple. Pour se prouver qu'il vaut quelque chose, il va se mettre en tête de prouver sa théorie comme quoi la disparition de certaines personnes ne peut être qu'une bonne nouvelle pour toutes les autres. Et par disparition, vous vous doutez que je parle de meurtre. Et c'est là que nous entrons dans l'immense point fort de ce manga, la psychologie de Miroku. En effet, Miroku est en fait un monsieur tout le monde, bien qu'un peu psychopathe sur les bords, et qui est au bord de l'implosion. Tout au long du récit, nous allons suivre ce personnage et tomber peu à peu avec lui dans ses différentes phases, de la satisfaction au rejet de soi, de la sensation de liberté à la paranoïa et la frustration. Nous suivons en réalité une personne dont le manque de confiance et le refermement sur elle-même a brouillé les notions de bien et de mal. Cette personne va hésiter jusqu'au bout entre rejeter son humanité et faire partie des forts, ou la conserver et admettre sa condition de faible. Ce brillant travail sur la psychologie humaine, bien plus que sur la psychologie d'une seule et même personne, est parfaitement appuyé par la qualité du dessin que je n'ai encore vu dans aucun autre manga. Les planches sont souvent très sombres et parfois presque vides. Le plus gros du dessin se focalise sur le personnage qui nous apparaît de plus en plus fatigué, de plus en plus énervé contre tout ce qui l'entoure, de plus en plus apeuré. Au final, il doit y avoir assez peu de cases où on ne le voit pas, alors que l'action n'est pas toujours présente. L'accent est réellement mis sur la décadence de Miroku, que l'on suit à chaque étape. Pour autant, le manga bénéficie de quelques scènes d'action très prenantes qui nous aident à partager le stress qui est au cœur du manga. Pas étonnant que le manga soit si profond quand on sait qu'il n'est ni plus ni moins que l'adaptation du roman Crime et Châtiment de Dostoïevski, publié en 1866. Comme me l'indiquent mes connaissances personnelles ainsi que Wikipédia, cet ouvrage exprime les vues religieuses et existentialistes de Dostoïevski en insistant sur la thématique du salut par la souffrance. L'un des nombreux coups de maître de Syndrome 1866 est donc de transposer un récit qui se passe dans la Russie du XIXe siècle au Japon du XXIe siècle. Et que la réussite est probante. Lorsque l'on sait que beaucoup de problèmes de l'époque en Russie qui sont traités dans ce livre sont les mêmes que ceux du Japon actuel, il y a de quoi applaudir. La prostitution, les yakuza en guise de mafia, rien n'est laissé au hasard. Vous l'aurez compris, Syndrome 1866 est l'une de mes toutes meilleures découvertes en matière de manga. Il est l'œuvre de Naoyuki Ochiai qui a pris en main l'adaptation mais aussi le dessin du manga.
On en compte 10 tomes et le manga n'est malheureusement pas facile à se fournir en France, à part dans les bonnes boutiques ou éventuellement en commande. Il a été édité aux éditions Delcourt. Pour se mettre un peu de baume au cœur ainsi qu'une dose complète de maquillage, nous allons maintenant passer à No Longer Heroine. No Longer Heroine est un shoujo, certes, mais avant de perdre tous les mecs qui suivent la vidéo, je tiens à préciser qu'il est à mon sens un des seuls du genre à pouvoir plaire également à la jante masculine. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que, vous répondrai-je. Admirez la construction de l'argumentation, hein, ça vous servira pour votre devoir de philo. La vraie raison est que No Longer Heroine est en réalité une satire du shoujo. Un shoujo qui joue avec les a priori pour mieux les ridiculiser, tout en solidifiant sa propre histoire. Je tiens d'ailleurs à souligner que les critiques que l'on fait le plus souvent au shoujo s'appliquent également au shonen pour un certain nombre, et sont souvent dues à une surutilisation dans les mauvais mangas du genre. Toujours dans l'espoir de captiver les auditeurs masculins, j'ajouterai que ce manga est au shoujo ce que JoJo's Bizarre Adventure est au shonen. Pour en revenir à No Longer Heroine, comme son nom l'indique, la particularité de ce manga réside dans le traitement du personnage principal qui a le sentiment de perdre sa place. En effet, Hattori, notre héroïne qui est plus proche de l'anti-héros qu'autre chose, est persuadée que sa vie est si belle qu'elle sort tout droit d'un manga. Elle se doit donc d'être toujours belle et de sauver des apparences dès qu'elle le peut. Elle donne ainsi l'impression d'aider tout le monde sans rien attendre en retour, alors que toutes ses actions sont calculées et que le simple fait de rendre service la saoule profondément. Seulement voilà, persuadée que son amie d'enfance dont elle est amoureuse est vouée à devenir son compagnon tôt ou tard, comment réagira-t-elle lorsqu'un personnage de second plan qui n'a rien d'intéressant au premier abord va venir lui voler son rêve et s'attirer ainsi toute l'attention? Notre petite héroïne va donc nous dévoiler son vrai visage, et c'est là que nous allons attaquer les deux immenses points forts de ce manga qui sont donc l'humour et les dessins. Pour l'humour, Hattori est tout simplement l'archétype d'une fille que vous avez déjà eue dans votre classe. La fille sympa et drôle, assez jolie, qui se maquille tout le temps, est jalouse et possessive, aime critiquer dès que les gens tournent le dos, etc. Le réalisme est vraiment frappant. La particularité de l'histoire fait qu'on a droit à un sens de l'humour unique et pétillant qui n'a jamais fait faux bond jusqu'à maintenant. Je faisais écho à GTO dans l'introduction, tout simplement car il s'agit de deux histoires atypiques, possédant toutes deux un humour et des dessins au style très personnel. Et les dessins de No Longer Heroine, quel délice. Dans un premier temps, nous avons droit à des dessins très léchés et sophistiqués comme dans tout bon shoujo, puis, dès que la situation échappe à notre héroïne, un dessin digne de la plus belle des grimaces d'Onizuka. Les expressions sont incroyablement variées et parfaitement retranscrites. Elles sont d'un tel niveau que même si les bulles étaient laissées vides, on prendrait plaisir à lire cette comédie romantique. On aura donc le droit à tous les clichés du shoujo. Les personnages beaux qui possèdent leur fan club dans l'école et qui sont des bêtes en sport en plus d'être intelligents. Une héroïne un peu flemmarde à qui toute jeune fille est censée pouvoir s'identifier. Des histoires d'amour et de rupture, sans oublier le trio amoureux. Mais qu'il est agréable de voir là-dedans apparaître sans aucune honte de la méchanceté, de la mauvaise foi, des disputes, des insultes et autres joyeuseries. No Longer Heroine est l'œuvre de Momoko Kuda au scénario et au dessin. Elle est facile à trouver car encore publiée à ce jour aux éditions Delcourt. La série est terminée au Japon avec 10 tomes, dont 7 actuellement parus en France. Pour rajouter un peu d'action à tout ça, intéressons-nous maintenant à Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un shonen qui m'a très agréablement surpris. Si je l'ai boudé des années de par ses dessins qui me déplaisaient, que ce soit sur la couverture ou ailleurs, et par le fait qu'il soit trop long à démarrer, en particulier en anime, il fait maintenant partie des séries dont j'attends impatiemment chaque nouvelle sortie. Comme je l'ai dit, le début est un peu longué, et pour pouvoir mettre l'histoire en place, l'auteur est forcé de passer par certaines étapes obligatoires du shonen qui peuvent en rebuter plus d'un. La rencontre des principaux protagonistes qui n'arrivent pas à se blairer au début, l'apparition des rivaux, un personnage principal niais qui convainc toujours tout le monde par sa simple gentillesse, et j'en passe. Mais une fois cette passade terminée, c'est un shonen beaucoup plus jouissif, puis beaucoup plus adulte qui nous est offert. L'histoire commence avec la présentation de Gon, le personnage principal à la naïveté enfantine agaçante, qui fédérera les autres protagonistes importants autour de lui. Une fois le personnage présenté, on nous indique son objectif, et c'est en se lançant à sa poursuite qu'il va rencontrer ceux qui seront ses futurs amis. S'en suivront diverses épreuves et examens afin de pouvoir se lancer activement dans sa quête. C'est en gros ici que l'histoire devient intéressante, mais je ne vous ai pas fait cette description pour rien. En effet, ceci met dans un premier temps en exergue la linéarité du manga. Un choix qui fait que, généralement, un manga manque d'originalité et de saveur. Toutefois, l'auteur de Hunter x Hunter a suffisamment de talent pour proposer du neuf avec les tours habituels. Le manga surprend donc rarement, mais la capacité de l'auteur à rendre son histoire intéressante prend toujours le dessus, sans parler de l'action qui est omniprésente malgré un nombre important de volumes.
L'autre raison pour laquelle j'ai entamé cette brève description est pour critiquer le manque d'évolution dans la première partie et saluer celle qui prend ensuite place. En effet, c'est à partir de ce moment que les personnages en eux-mêmes évoluent ainsi que leurs relations entre eux. Dans un premier temps, cette évolution permet de donner du relief au scénario et de développer un peu l'intérêt des personnages et pour les personnages au travers de leur histoire et de la façon dont ils expriment leurs sentiments qui deviennent de plus en plus hétéroclites. Ainsi, l'univers prend de l'ampleur et parvient à être original de par la maîtrise de l'auteur malgré une avancée toujours aussi peu surprenante. Dans un second temps, cette évolution est poussée à tel point que le manga devient plus adulte. Les personnages principaux ont désormais un set complet de sentiments et sont tous capables de colère, de joie, de fraternité, d'égoïsme et tout le reste. Contrairement au shonen habituel et au début de l'œuvre, on ne tombe plus dans la niaiserie et les sujets tels que la mort, la solitude et la peur sont abordés de façon très réussie. Pour autant, le manga reste un shonen et le contraste est parfois un peu troublant entre des scènes adultes et des scènes plus enfantines où on va voir un personnage pleurer de crainte de décevoir son ami. Pour conclure, je voudrais souligner que si les dessins et la qualité de l'animation m'avaient au début rebuté, celle-ci s'est améliorée au point d'être excellente dans l'anime sorti en 2011 qui reprend tout depuis le début. Hunter x Hunter est donc l'un des rares shonen à m'avoir emballé de par son côté adulte, même si l'auteur Yoshihiro Togashi, qui est au scénario et au dessin, est trop souvent adulé à mon goût. Certes, le manga est très bon malgré son manque d'originalité dans la construction, pour autant, sa réputation de mangaka de génie capable de créer des univers pour ses histoires me paraît un peu trop abusée. Le manga est toujours en cours au Japon où l'on en est à 32 volumes comme en France. Il existe 2 animes, même si je ne vous recommande que la version de 2011. Il est publié chez Kana. Restez concentrés pour le dernier manga de la journée, Nozoki Anna, qui ne manquera pas de maintenir vos ardeurs à chaud. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Nozoki Anna est un manga difficile à définir, mais que je rangerai personnellement dans le hentai, à savoir les mangas érotiques. Toutefois, la présence et la qualité du scénario fait que ce dernier est souvent classé en tant que seinen. Bon, il faut toutefois modérer le propos. Non, le scénario n'est pas fantastique. Il est juste bon et bien amené dans un genre où le niveau se calcule d'habitude au nombre de tentacules présentes dans une image. Contrairement aux autres mangas où les scènes de copulation s'enchaînent sans réelle logique et sans aucune romance, on a ici des suites logiques d'événements et des sentiments. Je me sens même obligé de préciser que les 2 individus sont généralement consentants et de la même espèce. Toutefois, c'est japonais. Alors forcément, les protagonistes n'ont pas tous fêté leur majorité. J'accroche personnellement à ce manga et je qualifierais le scénario de réussi car on prend plaisir à le découvrir et l'ambiance coquine ne laisse pas indifférent, ce qui est le but initial de l'œuvre. Il ne faut toutefois pas partir avec l'a priori que l'on va tomber sur un chef-d'œuvre scénaristique car la déception se ferait vite sentir. J'ai par exemple été très déçu qu'on assiste à une scène de presque viol en fin de premier tome, procédé souvent employé pour captiver l'attention avec de la curiosité malsaine. Comme le laissent comprendre les magnifiques pochettes de Nozoki Anna, on abordera dans le manga le voyeurisme et les différentes émotions que cet acte peut susciter chez les personnages. Ainsi, en s'observant l'un l'autre ramener leur conquête, les 2 principaux protagonistes vont développer une relation tout à fait particulière qui pourrait bien évoluer en amour. Il y a 2 côtés agréables à cela. Premièrement, le fait que cette relation évolue lentement mais sûrement est captivante car d'une part, on ne s'ennuie pas avec les conquêtes que chacun ramène, et, d'autre part, cette relation est la seule que l'on ait réellement envie de voir progresser sans pour autant brûler les étapes. Le second côté agréable est le fait que cette évolution résulte de sentiments plus profonds et que le sexe ne soit plus juste une impulsion éventuellement guidée par quelques sentiments préalables. Mais au-delà de la sexualité qui est tout de même le cœur du manga, ce sont l'humour et les dessins qui représentent le ciment de Nozoki Anna. En effet, les personnages, dès qu'ils sont en groupe, en profitent pour mieux se tacler pour notre plus grand plaisir. Le tout est forcément jumelé à une qualité de dessin irréprochable, comme on en trouve généralement dans ce genre d'œuvre, à se demander pourquoi les dessinateurs se retrouvent à faire ce genre de dessin, plutôt que d'autres mangas qui le mériteraient bien plus. Nozoki Anna tient en 13 tomes, dont 8 sont actuellement sortis en France aux éditions Kurokawa. Le scénario et les dessins sont de Wako Onna. Un OAV est également disponible, mais je n'ai aucune idée quant à sa qualité ou sa fidélité par rapport à l'œuvre originale. La vidéo touche maintenant à sa fin, merci et félicitations à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je profite de ce moment pour vous avertir qu'il n'est pas impossible que je ne fasse que peu de vidéos avant l'année prochaine, pour les mêmes raisons qui font que celle-ci a mis autant de temps à voir le jour, à savoir une vie professionnelle et sentimentale très remplie. Pour autant, je reviendrai l'année prochaine avec un rythme très soutenu, qui reste à définir, mais qui pourrait avoisiner les 2 à 4 vidéos par mois. En effet, j'ai un projet amateur très étroitement lié au manga qui pourrait même devenir un projet professionnel dans quelques années si tout s'avère couvert de succès. Je vous en dirai plus au moment venu, et en attendant, je vous invite à vous abonner au compte YouTube et à mon compte Facebook pour suivre l'avancée du projet si vous êtes intéressé. Merci beaucoup et bonne balade sur YouTube!